Les amis, me voilà de retour après 3 mois de voyage un petit peu partout dans le monde. Et je te pose la question d'entrée de jeu sur cette vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse un petit peu plus de vidéos de voyage? Puisque j'ai reçu ce genre de remarques sur Instagram, des personnes qui me disaient: Raphaël, déjà je kiffe te suivre sur Instagram. Donc si tu m'as déjà, si tu ne me suis pas sur Instagram, va voir dans la barre de description, tu vas pouvoir trouver tout ça pour que je te partage en temps réel mon quotidien d'entrepreneur. Et j'ai eu beaucoup de remarques sur Instagram de personnes qui me disaient: Raph, c'est stylé de te suivre au quotidien dans tes voyages. De un, ça motive, puis de deux, ça me fait découvrir en même temps le monde. Donc première question d'office, est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse des vidéos pour la chaîne YouTube quand je suis en voyage ou que je te parle en tout cas un peu plus de voyage sur la chaîne YouTube, puisque je pense moi personnellement que les voyages c'est quelque chose qui façonne un homme, qui donne beaucoup d'idées. C'est pour cette raison que je voyage énormément et que j'ai des objectifs également dans tout ce qui concerne les voyages. Généralement, on parle beaucoup d'argent sur cette chaîne YouTube, on parle d'objectifs financiers. Je sais pas, je vais atteindre X lots dans l'immobilier, je vais atteindre X euros de chiffre d'affaires, je vais atteindre X euros de revenus passifs ou de choses comme ça. On parle beaucoup d'argent. Mais voilà, il n'y a pas forcément que des goals, des objectifs financiers. Il y a également des objectifs, on va dire, de vie qui sont un petit peu plus annexes et pas pour autant beaucoup moins importants. Et voilà, je fais partie de ceux qui pensent que voyager, c'est quelque chose en tout cas qui t'aide à grandir, à te découvrir, à trouver de nouvelles idées. Et en fait, c'est même vertueux avec l'entrepreneuriat et l'investissement, puisque en allant voir à l'autre bout du monde ce qui se passe ou comment les gens se comportent, ou comment ils pensent, ça peut te donner beaucoup d'idées, sans parler des gens que tu as rencontrés, du réseau, des opportunités. Bref, moi je sais que ça m'a déjà énormément apporté dans ma vie et dans mon business, et je sais que ça va continuer de m'apporter énormément. Et donc voilà, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si c'est des choses qui t'intéressent, que je te parle un petit peu plus de voyage, ou si tu t'en bats littéralement la race, tu as le droit de me le dire également. Tu peux me dire ci-dessous: Raphaël, je m'en fous de savoir où tu vas et ce que tu fais, parle-moi juste d'immobilier, de marché financier, de business, d'investissement et de rien d'autre. Donc voilà, ton avis compte entièrement et je serais très curieux de savoir ce que tu en penses. Dans cette vidéo, je vais quand même te parler un petit peu de ces 3 mois de voyage, de ce qui s'est un petit peu passé, des aventures, de ce que j'ai appris, de comment j'ai grandi. Donc écoute, je vais me mettre à l'aise, je vais mettre les pieds sur le bureau, paf, paf, et je vais te parler un petit peu de ce qui a pu se passer pendant ces 3 mois, parce qu'il y a eu de la niaiteuserie. Pendant ce voyage, je peux te raconter, il s'est passé des choses assez, assez folles, puisque je suis arrivé lors de ma première étape. Moi, je suis parti fin octobre, je suis revenu fin janvier, donc je suis parti pile 3 mois à peu près. Ma première étape a été Taïwan, où en fait je suis allé sur Google Flight, j'ai vu un vol aller simple pour Taïwan qui était pas trop cher, et je me suis dit allez boum, on réfléchit pas, parce qu'en fait il faut savoir que comment je voyage. Moi personnellement, je sais jamais où je vais aller, ni quand, ni où, et ni où je vais dormir. En fait, je vais sur Google Flight ou Skyscanner, je regarde les vols, je regarde où je suis pas allé, je regarde où il y a des vols qui sont corrects au niveau du prix, au niveau des conditions de voyage, parce que le but c'est pas non plus de me réveiller à 3 h du mat ou de faire 7 escales. Le but c'est que ce soit quand même assez cool, et j'y vais et ensuite je découvre. Donc le truc c'est que je fais de plus en plus de pays, donc forcément au bout d'un moment c'est un peu plus compliqué, mais je vois comment je réagis en tout cas. Skyscanner et boum, on va là où je suis jamais allé. Donc j'ai commencé par Taïwan par pur hasard. Et je vais pas te mentir, j'ai pas forcément aimé l'ambiance de Taïwan. Beaucoup m'ont dit c'est une Chine moderne. Je suis jamais allé en Chine, donc je peux pas non plus comparer, mais j'ai déjà fait Hong Kong et Macao, et je veux bien croire que c'est Taïwan, le même délire, un peu moins luxe quand même que Hong Kong et Macao, mais bien que Hong Kong maintenant ça va devenir compliqué, mais en tout cas j'ai pas du tout aimé Taïwan. Pour le coup, j'ai quand même rencontré un entrepreneur là-bas qui s'appelle Ludo. Donc Ludo, je sais pas si tu vois cette vidéo, mais en tout cas dédicace à toi, avec qui c'était très sympa. Ludo, il s'est expatrié là-bas suite à la rencontre en fait d'une femme à Taïwan. Donc c'est souvent les femmes qui font que on change nos parcours de vie, et c'est très intéressant ce qu'il fait Ludo. Donc le but c'est pas de parler de sa situation et de sa vie, mais en tout cas c'est un entrepreneur vraiment très intéressant que j'ai rencontré là-bas. On a pu aller boire quelques verres et se balader dans la ville, et c'était vraiment très sympa. Donc Ludo, si tu vois cette vidéo, c'est super cool qu'on ait pu se rencontrer, et rencontrer vraiment des gens comme ça, c'est la force aussi d'Instagram. Je vous rencontre en fait dans plusieurs pays. C'est que je pourrais penser que vous êtes principalement en France, et je me rends compte que partout où je vais quasiment, vous êtes là. Donc c'est incroyable, et c'est puissant puisque vous avez une expérience de terrain dans un autre pays, et ça je trouve ça magnifique. Tu vas voir que tout au long de ce voyage que je vais te raconter, j'ai rencontré également d'autres entrepreneurs dans d'autres pays. Donc voilà, Taïwan, je passe rapidement parce que j'ai pas forcément kiffé. Ensuite, j'ai fait Taïwan, Japon, je suis arrivé à Osaka. Japon, tout le monde en parle. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui trouvent que le Japon c'est énorme, ou que tu as envie de visiter ce pays-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent j'ai hâte d'aller au Japon, j'ai hâte d'aller au Japon, j'ai hâte d'aller au Japon, parce que ils kiffent toute la culture autour des mangas, des jeux vidéo, des animes, de l'électronique, de tous ces trucs-là. Tout ce que j'ai du mal à cerner et à comprendre. Moi, personnellement, j'ai jamais adhéré à ce genre de culture, de délire. Donc, je vais pas te mentir, Japon, j'ai pas kiffé plus que ça non plus. Et Osaka, Osaka est loin d'être la meilleure ville visiblement.
Pareil que Tokyo, c'est quand même quelque chose et je retournerai au Japon juste pour aller voir Tokyo et Kyoto, etc. parce que ça a l'air d'être vraiment ouf. Mais voilà, Osaka, j'ai pas kiffé. Je suis quand même allé à Nara où j'ai pu me balader dans une ville où tu as tous les cerfs en liberté. Tu as également pu voir ça sur Instagram. C'est assez marrant. Tu as plein de cerfs, des milliers de cerfs qui sont en liberté et ils sont vraiment pas effarouchés. Tu peux faire des selfies avec eux comme tu peux le voir en ce moment. Et c'était vraiment très très drôle. Donc, Japon, j'ai également rencontré des entrepreneurs. Un entrepreneur e-commerce qui me suit sur Instagram. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son prénom. Je me suis torturé l'esprit dans cette vidéo. J'arrive pas à m'en rappeler. Encore une fois, sur cette vidéo, je te fais une grosse dédicace. C'était super sympa d'aller manger des petits sushis avec toi. Je me rappelle dans le quartier de Sen Sushi, bref, un truc comme ça. Je ne m'en rappelle plus, c'est trop compliqué. Donc voilà. Donc tu comprends que ça commence pas très bien. Japon, Taïwan, Japon, content d'avoir vu, mais pas le gros kiff, pas les endroits où j'ai forcément envie de retourner tout de suite. Par contre, ensuite, je vais aller en Corée du Sud après le Japon en me disant, bah, j'ai jamais fait, je vais aller voir. Mais tu sais, la Corée du Sud, on n'en parle jamais en France. C'est pas un pays dont on en entend beaucoup parler. On sait qu'il y a Samsung là-bas, mais à part ça, les Coréens, c'est pas quelque chose dont on entend parler au quotidien, à part pour la Corée du Nord potentiellement, où c'est un peu plus le bazar. Et figure-toi que la Corée du Sud, donc je suis allé à Séoul, un endroit où je pensais rester aller une semaine, 10 jours, faire ce que j'avais à faire dans la capitale, parce que moi j'adore découvrir la capitale. Je suis pas forcément le plus campagnard du monde, ça me fait un peu chier d'aller dans les campagnes des pays. J'adore l'ambiance capitale, c'est dynamique, ça bouge. Donc beaucoup me diront, ouais mais Raph, t'as vu que la capitale du pays, c'est que t'as rien vu. Oui et non, alors des pays je vais voir la countryside, et il y a des pays je reste que dans la capitale. Encore une fois, bon, je voyage comme j'ai envie encore. C'est pas les gens qui vont faire mon voyage. Mais figurez-vous quand même que la Corée du Sud et Séoul, ça a été un putain de coup de cœur. J'aurais jamais pensé dire ça, mais je te le dis tout de suite, de tout le voyage, ça a été l'endroit que j'ai le plus kiffé. Et là, tout de suite, maintenant, j'ai envie de retourner déjà à Séoul parce que j'ai kiffé l'énergie, j'ai kiffé les gens. Les gens, ils sont beaux, aussi bien les femmes que les hommes. Je te parle pas d'attirance sexuelle. Détends-toi. Je te parle du style. Ils ont un style qui est unique et qui est trop classe. Les femmes, mec, elles sont vraiment jolies. Moi qui ai parlé tout le temps des femmes de l'Est, des grandes blondes, franchement, les Coréennes m'ont tapé dans l'œil, comme on dit. Elles sont super jolies, je trouve. Donc bonne énergie, bonne ambiance. Alors la nourriture, encore une fois, c'est la nourriture type asiatique. C'est pas ce que j'aime le plus, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à les retrouver. Donc ça, c'est plutôt sympa. La taille de ville, c'est immense. Il y a plein de choses à faire. Enfin, je sais même pas comment décrire précisément mon expérience à Séoul, mais j'ai extrêmement kiffé. J'ai pu rencontrer des locaux également, donc c'était super sympa. Ils ont une énorme culture autour de la nourriture. Ils ont plein de codes sociaux en fait. J'ai également rencontré Vincent. Vincent, je sais qu'il regarde quelques-unes de mes vidéos. Donc si tu regardes cette vidéo, Vincent, franchement, ça a été un plaisir immense de te rencontrer et de parler. Vincent, c'est un trader, on va dire, voilà, pour faire simple, pour pas non plus parler de la vie des gens, puisque c'est pas le but, mais c'est un trader expatrié à Séoul. Et on a pu parler de plein de choses, de business, d'économie, d'investissement. C'était vraiment très très sympa. Mais on a également donc parlé de la culture en Corée du Sud qui est particulière. C'est-à-dire que quand tu arrives en Corée du Sud, il y a plein de codes. C'est-à-dire que quand tu sais pas comment ça se passe, tu peux très vite être pas forcément perdu, mais faire des petites gaffes ou il y a des comportements à avoir et des codes à développer. Et c'est super intéressant. Par exemple, quand tu vas boire de l'alcool avec un Coréen, ils adorent boire de l'alcool. Par exemple, ils ont plein d'alcools différents, le soju, le makgeolli, des choses comme ça. Il y a plein de rites. Tu sers d'abord l'aîné. Ensuite, tu dois servir d'une façon particulière. Tu dois, bref, plein de trucs et c'est vraiment très très drôle et très appréciable. Donc j'ai vraiment kiffé la Corée du Sud et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Franchement, j'ai kiffé, je vous recommande fortement d'y aller. Ensuite, je suis allé au Vietnam pour me rapprocher, on va dire, de l'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Cambodge, etc. Parce que je voulais visiter un petit peu ce côté-là. Et je fait une étape à Da Nang, parce qu'il y avait un vol. Je me suis dit, j'ai jamais fait Da Nang au Vietnam, j'avais déjà fait Ho Chi Minh il y a 2 ans, mais pas Da Nang ni Hanoï. Donc je fais que Da Nang cette fois-ci et j'ai vraiment pas kiffé, il faisait pas beau. Il n'y avait pas de grosse ambiance, enfin, je suis vite parti parce que j'ai pas kiffé. Du coup, direction le Cambodge que j'avais jamais fait, Phnom Penh et Kampot ville au sud, où cette fois-ci je suis donc allé explorer la countryside. Et là, j'ai kiffé l'ambiance du Cambodge. Je sais pas pourquoi, donc c'est très pour, mais j'ai bien kiffé. J'ai pu rencontrer des locaux à la capitale, à Phnom Penh. J'ai pu manger sur les petits marchés, la nourriture qu'on te sert dans des trucs. Voilà, l'inspecteur d'hygiène en sueur s'il allait visiter le marché. Mais franchement, j'ai bien kiffé à Kampot. J'ai rencontré également, alors pas des locaux, mais des gens qui voyageaient comme moi, un Français et un Belge en fait. Donc c'était cool, on parlait en français entre nous. On s'est loué des scouts et puis on a chillé dans la countryside. C'était super cool sur la côte, à la plage et tout. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Et j'ai adoré le Cambodge aussi. Donc franchement, c'est un pays qui est très très sympa. Alors très sale. J'ai beaucoup de mes t-shirts blancs là qui en ont pris pour leur grade, puisque là-bas, c'est des routes pleines de poussière, mais de la poussière, enfin de la terre, mais de la terre orange. Tu vois ce que je veux dire? Donc la terre orange, ça colle à mort. Je me rappelle de soir où je revenais de balade en scooter avec les potes et on avait la peau toute orange à tel point que même les locaux qui vendaient sur le marché des petites bouffes, de la bouffe, etc. me disaient
il t'est arrivé quoi? Et je lui disais, j'ai mis du mascara. On a l'impression que j'ai mis du gros mascara. C'était, voilà, t'as des routes qui sont vraiment pas toutes en goudron et qui sont du coup très sales, qui font de la poussière. On a plein dans les yeux, ça te fait ça pique. Enfin, tu respires de la poussière, c'est pas forcément très agréable, mais c'est authentique et c'est ce qu'on recherche quand on voyage également. Donc ça, j'ai kiffé. Ensuite, je suis allé en Thaïlande, puisque la Thaïlande, bah, j'ai envie de dire, on va pas en Asie sans aller en Thaïlande. La Thaïlande, c'est la base. Bien que, figure-toi, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pas retrouvé la Thaïlande que j'avais vue il y a 2 ans, en fait. Il y a 2 ans, j'en avais un excellent souvenir sur plein de points, les gens, le prix, les choses à faire, plein de trucs comme ça. Et là, j'ai trouvé que les gens étaient moins cool. Alors, peut-être que c'est parce que je revenais du Cambodge, où pour le coup, au Cambodge, les gens mais ne font que te sourire, te parlent, super gentils, adorables. Ça m'a marqué. J'étais assez choqué. Et en Thaïlande, les gens, quand je suis venu en Thaïlande, je me suis dit, putain, ils font la gueule ici. D'autant plus que le baht, il prend du pouvoir d'achat. Enfin, nous, on perd du pouvoir d'achat et le baht prend de la valeur. Donc, on y perd en tant que touriste. Et je me suis moins bien amusé à Bangkok que les autres fois où j'y étais venu. Donc, j'étais un petit peu déçu là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller au Laos pour visiter ce pays. J'avais fortement hésité à aller au Laos. Je me suis dit, j'y vais pas. C'était un petit peu galère d'y aller. Ça m'arrangeait pas de ouf. Mais je me suis dit, bon, vas-y, on va aller voir au Laos ce qui se passe. Et c'est là où j'ai dû voir peut-être ma vidéo sur la chaîne YouTube où je perds. Enfin, je perds, non. Si seulement j'avais perdu mon passeport, j'aurais été responsable. On me vole mon sac qui contient mes 2 passeports français et italien, toutes mes cartes de crédit, ma carte de résidence estonienne, mon MacBook, mon disque dur, de l'argent. Bref, on me vole tout. J'étais sur un vélo, en train de faire du vélo tranquillement. Et il y a un scooter qui arrive et qui me tire mon sac comme ça. Donc je me retrouve sans passeport dans un pays, je vais pas te faire l'histoire parce que j'en ai fait une vidéo complète, mais je me retrouve sans passeport dans un pays où il y a énormément de corruption et où au bout d'une journée à me balader entre les différents postes de police, parce que bien évidemment on me baladait de police en police, j'avais pas avancé d'un poil et où je commençais sérieusement à me dire je vais rester longtemps ici, parce que même l'ambassade ne savait pas réellement comment me renseigner. Enfin, je sentais que plus ça avançait et plus ça puait. Fort heureusement, un mec a retrouvé juste à côté de l'ambassade de Thaïlande une petite pochette noire avec dedans mes 2 passeports, mes cartes de crédit. Donc ça m'a pu me permettre de partir du pays rapidement, mais même si toutes mes cartes de crédit avaient été en opposition, donc j'ai quand même pas d'argent. Donc ça c'était délicat, mais heureusement, grâce au réseau, etc., je suis pu retourner en Thaïlande où en fait j'ai fait le nouvel an et là-bas j'ai rejoint des amis entrepreneurs qui ont pu me dépanner de l'argent, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, aujourd'hui c'est facile en fait de se rendre voilà. Si t'as pas d'argent à l'autre bout du monde, c'est tellement facile. On t'envoie des Western Union et d'ailleurs je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui avaient voulu m'envoyer des Western Union. Vous avez été des dizaines et des dizaines à avoir m'envoyer 100 balles, 150 balles par Western Union. J'aurais pu littéralement repartir avec 5 ou 10K en cash. Franchement, merci à vous les gars d'être une communauté géniale et ça m'a fait super plaisir de recevoir ces petits messages sur Instagram parce que ça prouve que au-delà de toute la relation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, il y a quand même un petit peu d'humain dans tout ça, donc c'est cool. Donc voilà, je suis retourné en Thaïlande du coup sain et sauf avec mes passeports mais sans argent et on a fêté la nouvelle année dans un putain de calme. On allait bouffer dans un resto 5 étoiles, un bon petit truc avec 8 ou 9 plats et ensuite on a terminé la soirée dans un immense penthouse tout en haut du Saint-Régis. Je sais pas si tu connais le Saint-Régis, un appartement à 30 000 je crois dollars par mois de loyer mensuel avec, je te laisse imaginer ce que ça peut être, piscine sur le toit, c'est un appartement, enfin un penthouse, enfin une maison dans un immeuble, enfin je sais même pas comment te décrire le truc, du pur luxe on va dire, voilà. Donc on a vraiment bien chillé, c'était bien sympa, donc c'est marrant de te dire que je passais il y a 3-4 jours à sans passeport, sans argent, à bouffer, franchement avec l'argent que l'hôtel me donnait, la nana de l'hôtel me donnait 10 € pour que j'aille bouffer sur le marché du riz, je sais pas quoi, et me payer de l'eau. À 3-4 jours après, je m'en trouve tout en haut du Saint-Régis dans un des hôtels, enfin dans un des penthouses sûrement les plus chers de Bangkok, à kiffer la vue de malade avec les feux d'artifice, etc. Bref, encore une fois, la vie est assez folle et assez magique. Bref, du coup, j'ai plus d'argent, mais je me décide quand même d'aller en Inde avec un pote qui, du coup, est mon sponsor, entre guillemets, financier, puisqu'il paye tout pour moi et ensuite je leur fais des virements. Et on kiffe l'Inde. L'Inde, c'est marquant de ouf parce que si t'es jamais allé en Inde, tu peux pas savoir. Je pourrais même pas te retranscrire avec des mots ce que c'est que l'Inde, puisque c'est marquant. Il y a un rapport à la mort qui est très différent. Tout est peu cher. Les gens... Enfin, les Indiens sont très gentils, mais à la fois sont très gênants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où ils vont rester plantés devant toi à te regarder et toi, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi leur dire. Ils vont te regarder manger, ils vont te regarder vivre, ils vont te regarder faire les choses. Et c'est bizarre. Mais pour autant, ils sont très, très gentils et serviables. Voilà, je sais pas quoi te dire. C'est également extrêmement pollué. C'est-à-dire qu'on est à la New Delhi, c'est l'état d'urgence sanitaire là-bas. C'est-à-dire que tu vois pas 10 mètres devant toi, c'est pas parce qu'il y a du brouillard, c'est parce qu'il y a des nappes de pollution. Donc, tu respires de la merde. Je me rappelle que les premiers jours où on est sorti dehors, on sortait à peine une demi-heure, 1 heure. On était tous les deux pas bien. On avait la tête qui tournait, on se sentait pas bien. On devait se réfugier à l'intérieur ou à l'hôtel parce que on sentait qu'on allait faire un petit malaise parce qu'il y a de la pollution sonore, il y a de la pollution
particulière, il y a de la pollution visuelle, il y a des trucs partout, on est tout le temps sollicité, on nous regarde tout le temps. Donc c'est assez, ça prend de l'énergie énormément et ça fatigue. Je me rappelle qu'il y a des jours entiers où on sortait pas ou seulement 1 heure parce qu'il fallait qu'on s'acclimate au climat de l'Inde pour vraiment se sentir un petit peu à l'aise. Bien que des fois les gens ne calculaient pas du tout, hein, on était vraiment les seuls blancs dans toute l'Inde, on n'a jamais croisé d'autres blancs à part 2 ou 3 fois. Et des fois, on traversait tout droit des rues entières remplies d'Indiens et on ne nous calculait pas du tout. Et puis des fois, c'était l'inverse. On nous demandait tout le temps des selfies. On a fait plein de selfies, des choses comme ça. Donc c'était vraiment très sympa. On est allé à Jaipur, on est allé à Agra voir le Taj Mahal. Déçu sur le Taj Mahal, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus majestueux. On est allé à New Delhi, très pollué. On est allé à Pondichéry, on est allé à Chennai. Bref, on a fait un petit peu le nord et le sud. C'était vraiment très sympa. J'en garde un souvenir magnifique. De là à dire que j'y retournerai dès demain, pas forcément, mais je retournerai avec grand plaisir pour visiter le reste de l'Inde, qui est un pays immense avec beaucoup de très bonne nourriture. Le butter chicken, mec, voilà, malgré le fait que ce soit très spicy, c'est magnifique, c'est très bon. Bref, on a quand même kiffé. Suite à ça, on commençait à se délocaliser vers l'ouest, vers l'Europe pour rentrer doucement mais sûrement. Donc, on est allé au Koweït, puisqu'il y avait encore une fois un vol. On s'est dit, on va aller où? Hop, on est en Inde, on va sur Skyscanner, on voit qu'il y a un vol pour le Koweït, tout droit. Allez, boum, Koweït. Donc, Koweït, très content d'avoir vu. C'était il y a 20 ans encore, ou il y a 30 ans, un petit village de pêcheurs, ils avaient rien jusqu'à ce qu'ils découvrent du pétrole. Début 90, ils se font envahir par l'Irak, ensuite terminé et ils se développent. Donc c'est pas du tout comme Dubaï, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus musulman, c'est-à-dire que il y a 0 goutte d'alcool, tu pourras trouver de l'alcool nulle part et en boire, je te conseille pas d'en boire parce que la seule façon d'en trouver de toute façon c'est dans des circuits un petit peu illégaux, l'alcool de mauvaise qualité à mon avis. Donc je te déconseille de faire ça. Donc c'est très musulman, donc tout le monde est en burqa, toutes les femmes sont en burqa et tous les hommes ont l'habit traditionnel, tu sais, avec la robe blanche et puis le voile blanc, c'est super classe je trouve. J'ai l'impression que tout le monde pèse 3 milliards quand tu les vois dans la rue. Les gens sont beaux, ils sont classe également, il y a de l'argent, on le sent au Koweït, il y a des grosses tours, mais pour autant c'est pas l'énergie de Dubaï, c'est-à-dire que on va dire que Dubaï se voile un peu la face, c'est-à-dire que c'est soi-disant musulman, mais pour autant tu as de l'alcool à tous les coins de rue, tu as des gros hôtels où il y a des grosses soirées, tu as des grosses beach parties, tu as des pool parties, tu as plein de trucs comme ça. Donc c'est très différent, ça n'a rien à voir avec Dubaï. Pour autant, j'ai kiffé. C'est bien 3-4 jours, mais au bout de 3-4 jours, je pense que tu as fait le tour largement de la ville et c'est terminé. Donc à voir, mais c'est pas la grosse folie. Et ensuite, de Koweït, on est allé pour la dernière destination vers l'Égypte, puisqu'encore une fois, il y avait un vol vers l'Égypte. On n'avait jamais fait tous les deux, donc on s'est dit pourquoi pas y aller. On est atterri à Luxor, donc crois-moi, entre le Koweït et Luxor, on n'a jamais eu autant de contrôle, c'est-à-dire c'était incroyable. Et apparemment, c'est parce qu'il y a eu des attentats en Égypte avec vraiment des origines du Koweït, donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de contrôle, ça s'est renforcé. Bref, l'Égypte, que te dire sur l'Égypte? Beaucoup de gens ont l'air effrayés d'aller en Égypte. Alors ok, il faut faire attention et on a fait attention, mais on n'a pas senti d'insécurité du tout, c'est-à-dire que dans les rues, en effet, il y a des chars, il y a des militaires à tous les coins de rue, partout, il y a plein de militaires qui sont là avec les AK-47 dans la main, donc ça peut faire un petit effet, voilà, moi ça me fait rien personnellement parce que j'ai vu plein de pays où il y a plein de gens armés qui sont en République dominicaine, que ce soit au Liban, enfin partout, j'ai vu des gens armés dans les rues, donc ça me choque plus vraiment, mais c'est sûr que ça peut faire quelque chose aux gens. En tout cas, on a été très déçus, en tout cas, par Luxor, où on pensait voir des trucs de ouf au niveau des pyramides, des sphinx, des fondations, enfin de tout ça, tu vois, c'est comme une pensée à l'Égypte quand même. Et j'étais très déçu, donc c'est très cher les entrées pour vraiment peu de choses. On n'a pas vu des trucs de malade, toi. Je pensais voir des gros sphinx, des grosses pyramides, des trucs comme ça, on n'a rien vu de tout ça. Et également, on est allé à Hurghada après. Et bon, là-bas, c'est beaucoup plus balnéaire, toi, mais on est resté planqué à l'hôtel. On va pas se mentir, c'était la fin du voyage. On est resté planqué à l'hôtel au Marriott, au chaud. On n'a pas bougé et on a chillé là-bas. Mais pareil, on sentait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Hurghada, tout simplement parce qu'ils ont subi les attentats qu'il y a eu. Et pas de touristes. C'était en mode ville fantôme, très triste. Donc, c'était un petit peu dommage. Donc, voilà, c'était pas forcément la haute saison, mais quand même, on sentait qu'il y avait un petit truc en moins que d'habitude. Donc voilà, d'autant plus que les Égyptiens, je vais pas te mentir que j'étais... Enfin pour moi, ils ont la palme, je sais pas si c'est des Égyptiens qui m'écoutent, mais ils ont la palme des plus gros forceurs du game. Donc jusqu'à présent, je pensais que c'était soit les Marocains, les Algériens. Donc là, je vais créer des débats dans les commentaires, mais ils sont quand même forts dans l'art du forçage dans le game, donc on va pas se mentir. Mais les Égyptiens, en tout cas, vous battez pas les Marocains, les Algériens. Les Égyptiens sont au-dessus, c'est-à-dire que ils sont lourds, ils te courent après, ils te lâchent pas. T'as beau leur dire non, ils te lâchent pas, ils te font toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes remarques. Ils ont toujours les mêmes accroches, ils ont toujours les mêmes approches. Mec, c'était tellement pénible à la fin. Alors, pas tous, encore une fois, faut pas tout mettre dans le même panier, mais franchement, 90% des Égyptiens qui nous abordaient, ils étaient relous, mais vraiment. Donc, quand c'est une fois, premier jour,
tu rentres dans le jeu, c'est la première fois, tu sais pas comment ça se passe, c'est marrant, toi. Mais quand tu es au 3e, 4e, 5e jour, que c'est toujours les mêmes accroches, les mêmes approches, les mêmes blagues, et que le mec, à la fin, il veut que te vendre, hein. Le mec, il est pas là pour faire copain-copain. Il est juste là pour t'upsell son truc de merde. À la fin, t'en as marre. Parce que c'est que des trucs d'affiliation là-bas. Il te vend d'abord sa course en cheval ou en taxi. Et après, c'est viens chez mon copain, il y a un bon restaurant là-bas. Viens chez mon copain, il a un bon marché là-bas. Regarde, fais que regarder. Et à la fin, on lui dit, mais t'as envie de rentrer dans un taxi et lui dire, écoute, ne me parle pas, tu conduis, je m'en fous de ce que tu vas me dire. C'est vraiment, c'est triste, mais on en arrive limite à là. Donc bref, quand même sympa l'Égypte, mais un peu d'amertume, très déçu sur ce qu'on a vu et les locaux. Donc voilà, mais très très bien mangé par contre. Donc voilà, fin des 3 mois, hein, l'Égypte c'était le dernier pays, donc voilà. Et c'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment grandi sur ce voyage encore une fois. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que à chaque fois que je pars en voyage, j'ai l'impression que ça va être facile, que j'ai déjà beaucoup voyagé, donc je me dis ça va passer comme une lettre à la poste. Et à chaque fois on est challengé, des nouvelles situations, des nouvelles situations à résoudre, des nouveaux problèmes à résoudre, des nouveaux challenges. Plein de trucs comme ça, ce qui fait qu'on grandit, on rencontre des locaux, je découvre de nouvelles cultures, de nouvelles nourritures, de nouveaux alcools, de nouveaux paysages, de nouvelles façons de penser, et ça c'est puissant. Et pour autant, pendant ces 3 mois de voyage, j'ai jamais gagné autant d'argent que pendant ces 3 mois de voyage, puisque sur la fin d'année 2019 et le début 2020, j'ai fait de bons chiffres globalement dans toutes mes activités, donc ça fait super plaisir et tout est en croissance et plutôt même de la bonne croissance, donc ça fait super plaisir. Comme quoi, voilà, je pensais qu'il était difficile de voyager. Je disais il y a quelques mois que voyager et construire un business c'était compliqué parce que forcément on pouvait pas être à 100% sur les deux, et ce qui est vrai, finalement là j'ai un petit peu le contre-exemple qui fait que j'ai jamais gagné autant d'argent alors que j'ai voyagé pendant 3 mois non-stop. Donc voilà, bien évidemment que quand tu es à 100% sur un truc, tu le fais beaucoup mieux, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Bien évidemment que je ne retire pas ce que j'ai pu dire il y a quelques mois et c'est entièrement vrai. Mais la preuve est qu'il est quand même possible d'allier les deux, de chiller, de voyager, de découvrir des choses tout en gagnant de l'argent de façon relativement confortable. Donc l'idée elle est là, d'autant plus que ce voyage, je suis pas toute la journée dehors, je bosse, toi, entre guillemets, j'ai mon ordi, j'ai internet, je bosse, je crée des choses et j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration, je pense, parce que j'ai un décor différent. Donc, je rencontre des gens différents, donc ça me donne plus d'idées. Et encore une fois, rencontrer des gens d'horizons différents, généralement, ça te donne un point de vue différent sur ce que tu fais également, parce que en parlant à ces gens-là, potentiellement, ils vont te faire des réflexions ou des remarques que tu n'as pas forcément dans ton environnement, ton petit cocon familial en France ou en Estonie, et ça te fait penser à d'autres choses à implémenter. Donc voilà, ça fait 20 minutes que je parle déjà, donc je ne vais pas forcément parler plus longtemps. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ci-dessous. Je sais qu'il y a certains qui se posent des fois des questions pratiques voyage, où est-ce que je dors à l'hôtel, comment je voyage, comment je fais pour rencontrer du monde, je sais même pas les questions que vous pouvez vraiment vous poser. C'est vrai que pour moi maintenant, on en parlait avec un ami avec qui lui aussi a déjà pas mal voyagé. On se disait c'est vrai que mine de rien on se rend pas compte, mais on a développé pas mal de skills de voyage, puisqu'il y a plein de situations où on sait comment réagir, on sait quoi faire. Par exemple, tout ce qui est arnaque, négociation sur les prix, il y a plein de gens qui diraient oui sur plein de choses ou qui penseraient même pas à comparer ou à rentrer dans le débat ou à contredire le gars, alors que nous maintenant on est des bourrins, c'est-à-dire que le mec il arrive avec un prix, boum, on lui divise par 3, par 4, que ce soit en Égypte où c'est plus ou moins classique qu'ailleurs. Enfin en fait il y a plein de hacks et d'astuces pour payer tout beaucoup moins cher. Je sais que moi il y a des hôtels que je paye pas, il y a plein d'astuces de voyage, il y a plein de trucs comme ça que tu peux négocier et c'est vraiment vraiment puissant quand tu t'es mis à voyager. En fait tu développes un troisième, ça n'existe pas, tu développes un 5e sens, c'est ça, un 6e sens plutôt, et ça t'aide énormément. Bref, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, en tout cas, dis-moi, pose-moi tes questions, réagis, ça fait toujours plaisir, pose-moi un petit like, dis-moi si t'es entrepreneur, dis-moi si t'es investisseur, dis-moi si t'es salarié. Je sais que beaucoup de gens m'ont également dit, Raph, t'as de la chance de voyager autant. Encore une fois, c'est pas de la chance. Si je peux voyager autant par chaque année, c'est parce que j'ai mis en place des choses qui me permettent de voyager. Encore une fois, j'ai rien volé. Tout ça, je l'ai construit de mes propres mains. Et toi aussi, tu peux bien évidemment devenir, entre guillemets, indépendant financièrement et pouvoir voyager autant si tu travailles intelligemment. Encore une fois, si tu es salarié, tu pourras jamais faire ça. Si tu te mets à mettre en place des systèmes et à créer des systèmes automatisés et à gagner de l'argent plusieurs fois pour une action que tu as mis en place une fois, comme investir dans l'immobilier, les marchés financiers, créer des business et des systèmes automatisés, tu pourras potentiellement aspirer à ce genre de qualité de vie qui, je vais pas te le mentir, je pense que tu as très très rapidement compris, est fortement appréciable. Donc voilà, bref, pose-moi tes questions dans les commentaires, passe une bonne journée, une bonne soirée, pose un petit like, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.